Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Fin de film. On commente ici non pas une fin de série mais un film et on va parler d'Eternals, sorti récemment le 3 novembre, réalisé par Chloé Zhao, et on en parle avec un nouveau. Je suis ravie de vous présenter Marceau. Bonjour. Qui est aussi libraire dans la famille du Comics Corner, qui travaille le vendredi et le samedi. C'est cool ça, que tu sois là. Merci. Donc voilà, vous allez le voir plus souvent parce que Jimmy, en tant que libraire expert qu'il est, n'a fait que lire tous les soirs et il n'a pas pu voir encore le film, et il fallait qu'on en parle à vif parce qu'il y a plein de trucs à dire. Bon, déjà Marceau, on peut revenir peut-être, qu'est-ce que sont les Eternals dans les comics ? Alors les Eternals, c'est des personnages créés par Jack Kirby en 1976, et pour le coup Jack Kirby décide d'inventer une toute nouvelle mythologie chez Marvel et décide de créer donc ces Eternals qui sont sur Terre depuis des milliers et des milliers d'années. C'est des personnages créés, enfin c'est des héros créés par les Célestes, qui sont des entités cosmiques chez Marvel qui ont pour but de créer des galaxies en gros. Et du coup les Eternals combattent les Déviants, qui sont d'autres personnages créés par les Célestes, mais qui eux sont plus les méchants de l'histoire. Alors les Eternals du coup protègent l'humanité depuis des milliers et des milliers d'années sur Terre contre ces Déviants. Et il y en a aussi sur d'autres planètes, sur Titan par exemple, la planète de Thanos, il y a aussi des Eternals. Ok, et donc finalement ça reprend le synopsis du film, hein, pour ceux que vous l'avez vu. Donc je précise, là on va partir sur une partie sans spoil, on va donner nos avis globalement, et puis après je repréciserai la partie avec spoil, parce qu'il y a plein, comme je disais, plein de choses à dire. Bon, globalement ton avis sur le film ? Moi globalement j'ai bien aimé, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon film du MCU. Ouais. Il va dans des directions auxquelles on s'attend pas forcément, et ça fait du bien de voir ça au sein du MCU. La réalisatrice y est pour beaucoup, parce qu'on sait qu'elle est capable de faire du bon travail. Elle a été plusieurs fois oscarisée sur son précédent film Nomadland, et c'était plutôt cool de voir que Marvel a sélectionné une réalisatrice comme ça pour son film. Ouais, je suis un peu d'accord avec toi. Globalement j'ai passé un super moment, et c'est quand même important de le dire que ça reste un bon divertissement, surtout après les déceptions que j'ai eues dernièrement. J'ai pas été, si vous suivez les vidéos, très très fan de What If sur certains épisodes. J'ai détesté Venom, là je peux le redire, c'est bon, j'ai digéré le truc, j'ai vraiment pas aimé. Ouais, je pense qu'on est une grande famille pour le coup. Et Eternals, c'est excellent. Tu parlais de la vision du réalisateur. Il y a pas longtemps, on a enregistré un podcast sur Batman Legends, on est revenu sur Snyder. Sur James Gunn, pardon, et sur le film Suicide Squad, en disant quand même un réalisateur et son point de vue, c'est très important même pour un film de super-héros. Et ça rend le blockbuster pas forcément blockbuster style Fast and Furious, où finalement tu mets n'importe quel réalisateur, de toute façon il doit suivre une fiche technique, il a pas trop le choix. Là, on sent vraiment qu'elle a pris des choses pour elle, tout en étant un peu quand même bloquée par le conduit que pose le MCU. Les héros sont très très bien traités, il y a une grande diversité de personnages. On est sur 2h30 de film. Des fois, c'est un peu long. Il y a des séquences quand même qui mériteraient d'être supprimées. Mais je trouvais ça assez fou par rapport à d'autres films qu'on a eu, par exemple DC, qui essaie de présenter plein de personnages dans un film. Je pense notamment à Suicide Squad. Là, il y en a quand même une belle ribambelle. Chacun a un traitement donné. On arrive à suivre les émotions de chacun, le passé de chacun. Et je trouvais ça assez fort quand même de ne pas privilégier, par exemple, une héroïne, d'avoir, tu sais, la fameuse hiérarchisation, celle-ci on va plus lui donner de temps d'écran par rapport à d'autres, ou en tout cas elle aura les meilleures scènes. J'ai pas vraiment ressenti ça, il n'y avait pas de privilégiation par exemple à Angelina Jolie ou Salma Hayek, qui sont quand même on a quand même là des grosses stars. On a les deux frères de Game of Thrones. On a après les autres, je les ai pas forcément en tête, mais excellent moment quand même. C'est ça, et ce que tu disais sur la réalisation, c'est clair que Chloé Zhao, elle a une patte visuelle qui se démarque fortement, et elle arrive à la mettre un petit peu dans ce film. Alors c'est un peu frustrant parce qu'on a l'impression aussi des fois qu'elle peut pas y aller à fond. Ouais. T'as ressenti ça par rapport à quoi ? Par rapport à la photographie, à la lumière parfois, je crois que Chloé Zhao c'est quelqu'un qui travaille toujours avec le même directeur de la photographie depuis son premier film, et aussi sur Nomadland, sur The Rider. Et là c'est Ben Davis qui fait la photographie, qui est un mec de chez Marvel, donc qui a l'habitude de travailler dans les films du MCU. Alors il a pas fait que des mauvaises choses, il a fait du très bon travail, mais on sent aussi que voilà, c'est pas non plus complètement un film de Chloé Zhao. Même si on trouve sa patte esthétique, normalement elle a l'habitude de faire une image un peu désaturée, un peu décolorée par rapport à la lumière naturelle. Que Marvel. Et là on retrouve un peu ça, mais pas non plus, on a l'impression qu'elle peut pas aller jusqu'au bout de ses idées. Ouais, complètement. Donc il y a un tout petit peu de frustration qui se dégage de ça, puisqu'on se demande qu'est-ce que ça aurait été si elle avait la liberté totale.
Bah, là, je pense que c'est un autre sujet, mais la liberté totale sur les films Marvel, à mon avis, ça n'existe pas. Mais pour moi, c'est quand même une grande avancée, ce film-là. Et puis même globalement, par rapport aux autres films, de là, tu le disais dans le synopsis, on parle de Céleste. Donc là, on est quand même hors des héros très humains. Là, on peut pas forcément s'identifier. Il y a une sorte de divinisation qui est bien caractérisée. Enfin, tous les personnages, on sent qui ne sont pas vraiment humains, qui quand même ont vécu pendant un temps parce que leur mission s'arrête. Ils ont tué tous les déviants à une certaine année, je crois, je sais plus, après Jésus-Christ, et ils continuent à vivre, et pourtant il y a ce côté iconique qui est bien représenté par les costumes aussi, qui sont plutôt bien faits. Il n'y a pas un côté 3D, tu vois, on sent la matière, on sent que c'est vivant, et je trouvais ça super intéressant pour le coup. On a l'impression que Marvel vient un peu marcher sur les plates-bandes de Zack Snyder, qui avait déjà fait ça avec Man of Steel, puis Justice League. Donc on retrouve vraiment ce côté-là de divinisation des héros, et c'est vraiment agréable, parce que du coup je suis pas très fan du travail de Zack Snyder chez DC, mais là du coup c'est bien fait, c'est vraiment très très bien fait. Et puis il y a un truc super sympa aussi, c'est la mise en avant aussi des déviants. Là on rentre dans une nouvelle ère aussi du MCU, et on parle beaucoup de l'univers étendu. What If a beaucoup joué dessus. C'est très entendu Spider-Man, avec le fait qu'il y aurait peut-être plusieurs Spider-Man et qu'on va mêler plusieurs méchants, mais là on passe aussi à un autre niveau. On nous présente les Célestes, et on comprend qu'en fait il y a des terres qui sont détruites pour faire vivre des héros comme ça, quoi. Thanos c'est rien du tout à côté de la puissance d'un Céleste. Les mecs sont des gigantesques entités qui créent des galaxies, qui peuvent les détruire aussi. Du coup ça fait peur, quoi. Alors justement, est-ce que on n'a pas un peu trop de méchants là? Est-ce que pour toi c'est pas devenu un peu un gros bordel par rapport à tout ce qu'on a, parce que What If nous tease quand même plusieurs choses. On a Doctor Strange aussi qui va nous teaser plusieurs choses, peut-être la sorcière rouge qui va revenir en méchante, peut-être lui, Kang le Conquérant avec Loki. En fait, on a de multipistes en ce moment. Moi, en tout cas, ça m'intéresse, je suis très curieuse, mais pour une personne peut-être ne pas habituée aux comics, parce que quand tu lis des comics, t'es habitué à plusieurs arcs. Est-ce que tu penses que ça peut être déstabilisant, ou on est sur une bonne lancée? Je pense que oui, ça peut être déstabilisant. Après, le film et le MCU en général a l'intelligence de échelonner un petit peu ces menaces. Les Célestes, on a l'impression que c'est une menace mais permanente. Je pense pas que ça va être tout de suite les grands méchants à affronter tout de suite. Ce sera peut-être plus directement Kang, ou comme tu disais Doctor Strange ou la sorcière rouge, parce qu'on a l'impression que vraiment les Célestes ils ont toujours été là. Alors de toute façon c'est pas en 1 ou 2 ans qu'ils vont faire quelque chose, ce sera une menace beaucoup plus lointaine dans le futur, j'ai l'impression. Bon, on en a pas encore parlé, mais c'est quand même un film d'action. Moi j'ai adoré les scènes d'action. Les scènes d'action sont très très réussies. On a vraiment énormément de scènes avec les déviants, même si on en reparlera là sur la partie avec spoil, mais j'ai un petit souci avec les déviants, parce qu'à un moment donné ils n'existent plus à partir du moment du film, à cause du coup d'une autre menace. Mais les scènes avec les déviants où t'as le héros, il y a une scène à un moment donné dans le camp là, quand ils veulent aller chercher je sais plus qui, parce qu'ils sont beaucoup quand même comme héros, c'est déstabilisant, mais t'as Icaris qui passe en dessous pour les tuer, qui relance des rayons laser et qui se fait qui se fait un peu percuter de partout. C'est fou, parce que t'as quand même ce côté où tu sais très bien que les déviants sont faits en 3D. Il y avait un côté, comme je disais pour les costumes, finalement réel. Et moi, c'est ce qui me manque dans certains films, en fait, le sur 3D, où je me sens plus du tout impliquée, où tu vois le fond vert. Alors je dis pas que c'est pas des fois quand Icaris vole, ou quand Phastos à un moment donné lance plusieurs boules tout à la fin, tu sentais qu'il y avait un peu du jeu vidéo, tu vois, c'était un... moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que le film était globalement, t'avais l'impression de pouvoir toucher ce qui se passait, c'était très agréable, t'avais l'impression que tout n'était pas fait en 3D, et c'est vraiment très agréable. C'est encore une fois la patte de Chloé Zhao peut-être, mais c'est un film qui est beaucoup plus proche du vivant, t'es beaucoup plus proche des acteurs, tu vois de l'eau couler, tu vois des paysages merveilleux, on n'est pas enfermé dans New York par exemple, et on a une grosse ligne de vue, et c'est vraiment très agréable de voir ça. Et il y a une magnifique chorégraphie. On peut revenir sur Tena, qui est interprétée par Angelina Jolie. Elle a des scènes pour elle qui sont juste fantastiques. Et là, on va se dire, ok, elle a des scènes pour elle, on la voit que elle, c'est fatigant. Pas du tout. Ils travaillent en équipe sur plusieurs attaques de déviants, parce ils vont les rencontrer plusieurs fois pour les introduire, pour comprendre en fait que c'est eux, c'est leurs ennemis principaux. À chaque fois, il y a des tandems qui se créent, et pas forcément tout le temps les mêmes. Donc c'est une vraie famille, et c'est d'autant plus impactant quand on en parlera avec la partie avec spoil des trahisons qui peut se passer, et des vrais chocs. Pour le coup,
Tu sais, on a l'impression avec les films de MCU qu'on voit tout venir, que c'est un peu facile, et là non. Donc j'ai beaucoup aimé moi ces tandems de héros. Non, moi aussi, je trouvais que le casting en général était très très réussi parce que c'est pas facile d'introduire 10 personnages d'un coup, 10 personnages qu'on ne connaissait pas, et là tous les acteurs. En fait, j'ai l'impression que rien que par leur incarnation, leur mimique, ils n'ont pas besoin de dialogue pour te dire qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce que c'est que leur caractère. Et c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Par exemple, Icaris, qui est joué par Richard Madden, je crois qu'il s'appelle. Il a, genre, sur sa tête, on voit que c'est quelqu'un qui a le sens du devoir, qui fera tout pour protéger les innocents, sur etc. Sa posture aussi. Il est ça, constamment droit, il ne se baisse jamais. Ce mec n'a pas de dos. Et Angelina Jolie, exactement pareil. Elle a très très peu de lignes de dialogue dans le film, mais elle est juste par sa présence, en fait, elle est déjà divine. Elle a quelque chose qui dégage une aura, et c'est très très fort, j'ai trouvé. Ouais, je suis pareil pour Druig, qui est aussi très intéressant. Finalement, c'est celui qui m'effraie le plus. Donc Druig, c'est celui qui peut s'accaparer l'esprit des gens et les contrôler, quoi, faire un peu ce qu'il veut. Alors lui, s'il passe du côté obscur de la force, on est foutu. Oui, c'est ça, clairement. Et pareil, il a un côté hyper attachant, hyper badass, hyper garçon super chiant où t'as envie de lui donner des claques, et en même temps il est là quand il faut, il sert. L'héroïne qui est muette, j'ai plus son nom. Mikara aussi est très attachante, très souriante. Tout de suite tu comprends qu'elle va aider et qu'elle va faire partie aussi du bon côté de cette équipe, quoi. Il y a quelque chose aussi sur le visage qui est très sympa. J'ai trouvé ça très intéressant aussi de faire de Cersei le personnage principal, parce que je m'attendais à ce que ce soit Icaris, et là finalement c'est Cersei qui est interprétée par Gemma Chan, et elle est très très impressionnante. En plus elle est complètement différente des comics. Dans les comics c'est un peu la fofolle, quoi, qui fait un peu tout le temps n'importe quoi, qui dit n'importe quoi, et là au contraire c'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités, qui est même plutôt timide, plutôt introverti, et qui va justement devoir un peu se dépasser, et c'est très intéressant ce qu'ils ont fait avec le personnage, j'ai trouvé. Complètement. Déjà on peut noter que c'est l'héroïne principale, même si encore une fois ça reste un film d'équipe, est une femme et typée asiatique. Ça, c'est important de le dire, on en reparlera, mais il y a une énorme diversité des genres, d'énormément de choses. Et alors je reprends cette phrase de Maxime Garbarini, qui est un ami du Comics Corner, on en a parlé, on a débriefé le film hier. C'est une héroïne qui est représentée non pas forcément par sa force, même si elle est puissante, mais par son empathie. Pourquoi elle décide finalement de sauver le monde et de pas aboutir au plan des grands célestes, c'est parce qu'elle a beaucoup d'amour pour l'humain. Et c'est assez impressionnant de se dire que le film est non pas une fin avec, comme les Avengers, avec une grande bataille finale et des gagnants et des perdants, mais plutôt une héroïne qui a décidé de choisir un camp, et c'est le camp de l'humain, de l'affect, de l'empathie. Ça, c'était aussi très impressionnant. Mais c'est même pas celle qui a le pouvoir le plus destructeur au final. Non, enfin, pas du tout. Elle est pas au niveau d'un. Tu fais bien de dire, parce que des fois elle transforme des choses, ça devient des petites fleurs. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu mignon, etc. Je pense qu'on peut. Là, on a fait à peu près 10 minutes. On peut aller avec le spoil. C'est parti. Tu parlais des comics, c'est très différent. Des comics quand même. C'est assez différent dans les comics. Déjà, les Célestes sont pas forcément traités en tant que menace. Là, vraiment, on comprend au bout d'un moment, enfin même plutôt rapidement, que les Célestes sont vraiment une menace. Et au bout d'un moment dans le film, on comprend que, enfin, ils avaient même des buts machiavéliques. Oui, complètement. Alors que là, les Célestes sont plus dans les comics neutres. C'est vraiment des entités qui sont là pour, juste créer des galaxies. Et n'ont pas de but machiavélique forcément. Là, ils ont créé les déviants pour pouvoir que d'autres célestes naissent. Mais du coup, il y a quelque chose, par contre, un élément qui est très fort, qui vient des comics pour le coup, c'est le fait que Arishem vient sur Terre pour juger la Terre. Donc à la fin du film, on voit les 3 éternels qui restent sur Terre se faire enlever par Arishem, et qui explique qu'il va juger l'humanité, voir si elle est digne d'être sauvée. Et ça, c'est un élément qui vient directement du comics de Jack Kirby, où Arishem débarque sur Terre et dit que il va se donner 50 ans pour juger la Terre et voir si l'humanité mérite d'être sauvée. Et finalement, tu fais bien de parler de ça, parce que c'est vrai qu'il y a un jugement de l'humain. Tout le film parle en fait que les éternels sont là depuis longtemps et qu'ils ne pouvaient pas interférer sur des guerres, donc ça devient vraiment des sujets de dispute entre eux, hein, notamment Druig, lui, voulait intervenir, ça lui faisait vraiment de la peine de voir tous
toutes ces batailles faites et tous ces morts surtout. Et Ajak qui est la chef d'équipe, on va dire, des Éternels, en tout cas au début, hein, parce qu'après on apprend qu'elle meurt par le traître, on en parlera. Et dit, en fait, ce n'est pas à nous de faire ça, on est en recul et on va les aider plus ou moins à évoluer. T'as une scène avec Phastos où il est déjà à la machine à la vapeur. Je crois qu'on est encore en Mésopotamie. Il a dit non, si t'as une charrue, c'est déjà cool, tu vois. Je trouvais ça intéressant de rester proche de l'humain. Comme on disait, c'est un film où on arrive à s'identifier, justement parce qu'on a l'impression de se voir à travers leurs yeux. Et je trouvais ça assez fort, qu'il n'y a pas ce côté... T'as ce côté iconique parce que c'est divin, mais pas forcément iconique comme Captain America parce qu'on est très très loin de lui finalement. Il n'est pas du tout si proche de l'humain. Il est proche des soldats, par exemple. Il va travailler en équipe avec les soldats, mais pas forcément auprès d'habitants classiques. Cersei, elle a de l'empathie, justement, parce que tu vois beaucoup de scènes où elle est avec les habitants, qu'elle a des moments de vie très classiques. Et ça, c'est intéressant, justement, de te dire que là, qu'il y a un jugement à la fin. Finalement, c'est à nous, humains, de savoir si on va pouvoir sauver ces héros-là. J'ai juste pas compris pourquoi tout le monde n'a pas été enlevé, parce qu'au final, il y a que 3 des Eternals qui sont jugés, et pas Tena... parce que je pense que Arishem du coup est venu sur Terre et à ce moment-là Tena et les autres étaient déjà partis. Ah oui, ils sont partis avec le vaisseau qui est trop beau d'ailleurs. Enfin, vraiment il claque, c'est assez impressionnant. Et pour revenir sur l'humanité, une scène que j'ai trouvée très touchante et presque pas assez longue pour le coup, c'est la scène juste après l'explosion de la bombe atomique au Japon, où Phastos se sent coupable d'avoir du coup être à l'origine de la technologie humaine et d'être qu'on en soit arrivé là. Je trouvais que c'était plutôt cool d'avoir une scène comme ça dans un film du MCU. On n'a vraiment pas l'habitude parce que là c'est vraiment une réflexion sur les conséquences des actions. Et c'est vraiment très cool d'avoir ça. C'est un petit peu politique. Au final, le film est politique. Ce qui est assez fort dans ce film-là, c'est qu'on a énormément de contenu et ça pose problématique dans certains pays quand on voit qu'il est interdit parce que y a une scène de cul dans le MCU. Alors certes, on ne voit pas un petit cul et des bouts de seins, mais tu comprends bien ce qu'ils font. Et ils ne sont pas habillés. Il y a une héroïne muette, ça paraît anodin, mais c'est très très important aussi de la voir. Ça permet aux personnes qui ont cet handicap de s'identifier, de se dire moi aussi je pourrais être un héros. Tu as un personnage gay qui est en relation, donc un personnage gay noir qui est en relation avec une personne arabe, et c'était très très important. En plus, qui a adopté un enfant. Enfin, il y a énormément de choses. Il y a l'adoption, il y a le fait d'être un héros gay. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique rien. En fait, c'est un héros comme un autre. Il n'y a même pas de stéréotypation, tu vois. Enfin, c'est très très bien fait. Il y a un héros, un personnage jeune, un jeune enfant, enfin une enfant. D'ailleurs, c'est très touchant aussi son histoire. Druig qui est plutôt un grand ado, je dirais. Et des personnages plus adultes, Tena qui a une plus grande sagesse, on disait des personnes asiatiques. J'entends déjà les personnes qui vont me dire c'est pour remplir des quotas. Certes, on le disait en off, ils n'existent pas vraiment dans les comics. Non, c'est ça, dans les comics de Jack Kirby, ils sont plutôt tous blancs, et même Mikara, normalement, c'est un homme, alors que là, ils ont pris une actrice. Ça a été changé un peu par Neil Gaiman quand il a repris la série dans les années 2000, au début des années 2000, où il a commencé à mettre quelques personnages racisés, à mettre quelques femmes. Mais globalement, oui, c'est dans les comics de Jack Kirby, c'est quand même des blancs, des hommes blancs, quoi. Mais moi, je trouve ça essentiel. C'est pas qu'une question de quota, c'est une question d'humanisation. On évolue aussi avec notre temps. C'était, entre guillemets, normal qu'à l'époque de Kirby, ça soit des blancs. C'était la suprématie blanche, en fait. Il y a rien à dire. Tant que ça rentre dans le culte du personnage. Je veux dire... le fait qu'on met un personnage gay ou pas, c'est juste sa relation privée qui rentre en jeu. Tant que ça ne joue pas sur ce qu'il est par rapport aux autres, tu vois, il y a pas de souci avec ça. Donc moi, ça m'a pas choqué, et au contraire, je trouve qu'on avance, et on avance dans le bon sens. Oui, c'est ça. Et si ça peut permettre à un public de se reconnaître à travers plus de personnages, c'est tant mieux, en fait. C'est juste cool, ça. Ouais, complètement. Revenir un peu sur les déviants, peut-être. Donc, on l'a dit, les scènes d'action sont magnifiques avec, ils sont plutôt beaux. Par contre, on comprend qu'il y a un déviant un peu suprême, qui devient un peu humain, d'ailleurs, en récupérant les pouvoirs des Éternels en les tuant. D'ailleurs, il y a des héros qui meurent. Oui.
exactement, ça c'est plutôt inattendu. Ouais. Parce que ils ont même pas eu un film, quoi, mais grave. C'est cool. Mais ouais. J'étais mi-triste, pas, je crois que celui qui est l'acolyte de Téna, Gilgamesh, franchement, j'étais vraiment triste. Ça m'a vraiment attristé, mais c'était très cool. C'est très intéressant de voir encore des changements. Comme on disait tout à l'heure, c'est un changement en plus. Et oui, donc du coup, il y a un déviant qui est un peu humain, qui est un peu effrayant. Il est un peu vite oublié. Oui, c'est ça. On n'en parle plus à la fin. C'est dommage parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant comme idée de faire que finalement les déviants et les éternels, ils sont pas si différents. Parce que quand on connaît les célestes, en fait, tout n'était que programmé. Les déviants étaient autant programmés que les éternels. Et là, c'est un peu cette problématique qui est un peu passée à la trappe par la fin du film. Et c'est dommage parce que le propos du déviant qui prend un peu le lead est très très intéressant. Ah oui, ça aurait pu être exploité. Justement, c'est un peu oublié par le fait que le grand céleste va se réveiller et que la Terre va exploser. Donc je peux comprendre qu'à un moment donné, ils ont fait un choix. Mais pareil, autre chose qui a été un peu passée à la trappe, la maladie qu'a Athéna. Tu sais plus comment à la fin elle l'a plus. Non, oui. Où elle l'a et on n'en parle plus, ou le fait de s'être vengée de la mort de son acolyte en tuant du coup le déviant suprême l'a enlevé, mais je pense pas. Et j'ai l'impression qu'elle voulait exploiter un truc, mais que sinon ça allait faire peut-être 3 heures de film et qu'elle avait peut-être pas assez de temps, tu vois, je sais pas. Mais c'était intéressant, moi je trouvais ça intéressant. Dans une équipe de héros, t'as une personne qui est malade. Mais ça encore, c'est hyper innovant, quoi. Moi, surtout que c'est aussi un élément utile au scénario parce que tu sais pas quand Téna elle va se ranger du mauvais côté et du coup c'est vraiment un bon ressort scénaristique de trouver. Ça arrive à des moments un peu tendus et c'était vraiment cool et c'est dommage que ce soit passé à la trappe après qu'on expédie ça un peu vite. Ouais, complètement. Autre point aussi, il y a une énorme trahison d'un héros aussi, quelque chose d'hyper innovant. C'est vraiment le mot pour moi, ce film, j'ai vraiment pris une claque. Je m'y attendais pas à qu'Ikaris trompe l'équipe et je m'attendais pas que ce soit lui du coup qui tue Ajax parce que alors tu le comprends au tout début du film quand il parle un peu de leur quête, tu sens que vraiment c'est le bon soldat qui a une mission, mais qu'il en arrive à là, qu'il en arrive aussi à blesser tous ses compagnons, mais blesser gravement, jusqu'à peut-être tuer Cersei, mais finalement il le fait pas parce que relation histoire amoureuse. Ça je me suis dit qu'ils ont remis des scènes de leur relation amoureuse, c'était non, pas la peine, ouais, c'était un peu facile. Mais pareil, j'ai trouvé ça très inattendu, mais en même temps, quand je me suis aussi dit que évidemment que ça se passait comme ça, comme on l'a dit au début, c'est vraiment le soldat qui a une mission, il trahira pas sa mission, il ira jusqu'au bout, et peu importe ce qu'il faut faire, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça très fort de à la fois créer la surprise, et en même temps, ça rentre totalement dans le caractère du personnage. Ouais. Du coup, on a dit il y a plusieurs héros, celui que tu préfères et celui que t'aimes le moins. J'aime beaucoup Druig, je l'ai trouvé vraiment très touchant. Vraiment, j'ai trouvé très touchant. L'acteur, je le connaissais pas trop. Et j'ai plus de films en tête qu'il a fait. Dunkerque. J'ai regardé Dunkerque et il va jouer dans The Batman. Ah, cool. Donc le mec, il s'est dit, je veux tout prendre. Ouais, c'est ça, Et j'ai trouvé vraiment très, 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 très touchant dans sa volonté d'aider les humains, qu'il soit prêt à partir, en fait, juste parce qu'il n'est pas d'accord, juste parce que la situation ne le satisfait pas. Celui que j'ai trouvé le moins touchant, c'est Kingo. J'ai pas trop compris le traitement de son personnage. J'ai trouvé qu'il changeait de caractère entre les scènes. Bon, il y a des fois où il est hyper sérieux, par exemple, il comprend la relation entre Sprite et Ikaris avant tout le monde. C'est vrai. Et d'autres fois, il est juste là pour faire sourire. Avec son film, là. Il y a des moments où, en vrai, sur l'humour, j'ai trouvé ça drôle, et pas drôle comme un Thor Ragnarok, à des fois où tu sens que tu dois un peu forcer pour rigoler. C'est vraiment drôle. Après, c'est pas forcément Kingo qui m'a fait le plus rire, c'est surtout Fastos, sur certains moments où t'as les héros avec son fils et tout. Enfin, vraiment, le moment de la table... Oui, c'est la collection automne Ikea. Enfin bref, vous comprendrez si vous avez regardé, c'était très drôle. Et je suis d'accord que c'est un peu ce personnage est un peu ambigu. Les moments de film. C'est pas forcément très drôle tout le temps. En plus, les choses qui se passent avec son valet, comme il l'appelle, sont pas les plus drôles. C'était un peu inutile, Et pas très fin, parce que franchement, le côté, je suis désolée, mais l'Indien qui bouge la tête, non. Voilà, vous avez fait tellement de choses dans ce film-là pour casser les codes. Si c'est pour faire ça, c'était pas
pas très utile, quoi. Puis il sort des caméras tout le temps de sa poche, tu te demandes qu'est-ce qu'il tu vois, au moment de la bataille où il y a une caméra qui est cassée, et là il en sort plein, mais c'est pas possible. Moi c'est compliqué parce qu'il y en a plein. J'ai eu un gros coup de cœur pour Phastos. Okay. Pour ses pouvoirs, le fait quand même que t'as un héros qui est basé vraiment que sur son intelligence, même s'il sait se battre, évidemment, mais je l'ai trouvé aussi très attachant d'avoir su se reconstruire après justement la scène d'Hiroshima que tu as dit, de créer une famille et de finalement quitter sa famille pour aller se battre, et il sait très bien qu'il n'aurait pas pu c'était un danger aussi, qu'il n'aurait pas pu revenir, et on sent qu'il est très proche de Cersei, et tous les deux ce côté empathie que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça juste dommage qu'on n'exploite pas plus vite ses pouvoirs, parce qu'au départ je me suis dit vraiment son pouvoir est un peu useless, quoi. Enfin, il a de l'humanité certes, mais pour se battre il sera inutile, et en fait à la scène finale tu te dis ah oui non mais quand même il est extrêmement fort, parce qu'il arrive à y bloquer Icaris pendant de longues minutes, et c'est quand même fort, et du coup pourquoi t'as pas fait ça plus tôt Non mais j'étais pas c'est ça, il est pas dans le mood. Celui que j'aime le moins, je sais pas. Peut-être Sprite, si vraiment je ne prendrais pas Kingo comme toi pour changer. Parce que finalement, t'as peut-être pas assez... En fait, il y a un côté où j'ai compris sa trahison de fin, parce que ça doit être très très dur d'avoir ce corps d'enfant à vie, et de voir évoluer les autres, et de voir que les autres peuvent avoir des relations amoureuses. Mais j'ai pas eu le temps de m'attacher à ça, parce qu'on me l'a pas assez expliqué. Je comprends aussi, on n'avait pas le temps, il y avait d'autres choses à faire, etc. Mais du coup, c'était très étrange pour moi, cette trahison, beaucoup moins facile à digérer que celle d'Icaris, parce que elle a l'air très proche de Cersei au début. On comprend qu'ils vivent toutes les deux dans la même ville, qu'elles vivent ensemble à Londres, et d'un coup décide de la trahir, et à la fin elle lui met un couteau dans le corps quand même, et je trouvais ça un petit peu brutal et un petit peu facile, tu vois, sur le moment, en se disant bon on va elle, parce que, et puis parce qu'elle est amoureuse d'Icaris, avec j'ai beaucoup aimé aussi la référence à Peter Pan, mais bon, j'ai pas réussi à m'attacher comme j'ai pu à m'attacher à d'autres héros. C'était un peu le celle que j'ai moins aimé, je pense qu'on peut arriver aux scènes post-génériques. T'en as pensé quoi? La première, j'ai trouvé ça un peu forcé, honnêtement. J'ai trouvé plutôt cool, parce que c'est des personnages. T'aimes pas One Direction? Moi j'ai pensé à ça direct. J'avais même pas reconnu au départ. Qu'est-ce que tu fous là? Et du coup, j'ai trouvé ça un tout petit peu forcé, même si j'aime bien les persos. Pipe le Troll et Héros, c'est des personnages que je trouve assez cool. Mais là, vraiment, ils expliquent qui ils sont, ils se présentent très longuement. Moi, j'ai l'impression que c'était un peu une référence à Game of Thrones, quoi. Tu sais, avec Daenerys, là, tu sais, où on liste tous ces noms. Mais c'est parce qu'il y a 2 mecs qui jouent dans Game of Thrones, vous allez faire la référence. D'ailleurs, juste aparté sur Game of Thrones, j'ai adoré le début du film où les deux se rencontrent, ils font face comme ça, et j'étais pas mal. J'ai trouvé ça très intelligent de le mettre au début du film, en fait, parce que sinon on allait y penser tout le film et on se demanderait quand ça arriverait. Et en fait là ils disent oui c'est bon, maintenant on passe à autre chose. Voilà, on a fait, c'est bon. Pareil, c'est pas une scène qui m'a hypé comme une scène post-générique peut le faire. Alors moi, pour le coup, par rapport à toi, j'ai pas encore lu les Eternals, je vais le lire, et donc du coup je connais pas forcément le personnage d'Eros, je sais pas vraiment comment ça va se passer. Après ils sont très forts pour hyper le truc, quand il arrive avec le costume et tout, les gens crient dans le salle, c'était sympa. Après c'était obligé qu'il soit là de toute façon au bout d'un moment, parce que comme je disais, il y a des Éternels sur Titan, et la planète de Thanos, et Eros en fait partie, et Eros c'est un Éternel, comme il le dit lui-même. Et dans les comics, Thanos est un déviant aussi. Et du coup, c'était le résultat d'une expérience qui a mal tourné, donc c'est un déviant, qui est le total opposé de son frère Eros, qui est la perfection incarnée, en fait. D'où la coupe de cheveux. C'est ça, ouais. Ok. Bon, ça, on a quand même hâte de voir. Ça laisse en tout cas de bons trucs pour la suite d'Eternals. Et ensuite, on a une deuxième scène, donc il faut vraiment rester toute jusqu'au bout, avec Dan, qui est du coup le petit copain de Cersei, qui est alors j'ai plus son nom d'acteur. Kit Harington, voilà. Et en fait, il va devenir le Chevalier Noir. Ouais, exactement.
Et je sentais qu'il y avait un truc avec ce personnage. J'étais avec mon frère, je me suis dit, c'est impossible qu'on ait mis cet acteur juste pour que ce soit le petit copain qui arrive pour 3 scènes. Et le moment où il dit ma famille est compliquée, j'étais là, c'est un truc, j'en suis sûre qu'il y a un truc. Et cette scène-là, par contre, m'a hypée de fou. Je crois avoir compris la voix, je pense. Après, j'ai lu des trucs, parce qu'évidemment, tu sors de ces scènes-là, t'as juste envie de comprendre. Je pense que c'est la voix de Blade, si je dis pas de bêtises. Et donc, ça veut dire le retour de Blade. Et c'est un personnage génial. Moi, j'ai adoré les premiers films qui sont complètement hors MCU. Bon, j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire, mais globalement, se dire qu'il y a le Chevalier Noir, qu'il y a Blade, ça laisse tellement de portes ouvertes, ça m'intéresse vraiment, quoi. Ouais, c'est ça. Puis le Chevalier Noir, c'est un personnage vraiment hyper intéressant. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est quelqu'un qui vient d'une famille très très ancienne d'Angleterre et qui du coup hérite d'une épée qui s'appelle la lame d'ébène, je crois, ou la lame noire. Je sais plus. La lame d'ébène, ça me dit quelque chose. La lame d'ébène, du coup, qui a la particularité d'être une épée maudite. C'est-à-dire que si tu fais le mal avec cette épée, tu vas devenir fou. Donc il est obligé de toute façon être très noble, très chevaleresque pour continuer à utiliser l'épée. C'est pour ça qu'on le voit d'ailleurs qu'il hésite tant à la prendre. Parce qu'il sait que les conséquences pourraient être vraiment désastreuses. S'il fait n'importe quoi, il va devenir fou, quoi. Et du coup, alors par rapport dans les comics, le Chevalier Noir apparaît aussi dans l'univers des Eternals. Oui, parce qu'il sort vraiment avec Cersei, il me semble. Il y a vraiment une romance entre Cersei et Dane Whitman. Du coup, oui, c'est totalement cohérent qu'il soit là. Ça, c'est cool, c'est intéressant. On sent quand même qu'il y a eu, comme on disait, des différences avec les comics, mais on s'est inspiré de la source principale et qu'on a quand même respecté sur plusieurs points, quoi. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour. Globalement, juste pour finir, allez-y. Déjà, allez-y pour faire votre propre avis parce que c'est important. Ça, on le dit toujours, même on l'avait dit pour Venom. Et surtout, allez-y parce que c'est un film qui change la donne, qui est visuellement très différent, qui est très impactant, qui est très beau. Il y a vraiment plein de trucs, quoi. Mais c'est ça, oui, qui fait entrer le MCU dans une nouvelle phase, on a l'impression, et qui va vraiment être plus proche du vivant que n'importe quel autre film du MCU. Et c'est cool à voir, vraiment, c'est très cool à voir, surtout en salle. C'était vraiment très bien. Ouais, c'est clair. Et puis, du coup, moi, je suis même plus hypée par ce type de film que les autres, quoi. Même si, évidemment, j'attends Spider-Man parce qu'on le tease depuis tellement de temps. Mais là, il y a quelque chose de plus personnel qui se crée et j'ai vraiment très hâte. Pour info, que ce soit chez nous en librairie ou sur notre site, on a fait une sélection de Comics Eternals pour vraiment comprendre ce qui se passe, si vous voulez en savoir plus sur les selects, etc. Là, par exemple, on a un exemple avec Jack Kirby, donc c'est les tout premiers épisodes. Et là, tu as sorti quelque chose d'autre aussi. Oui, donc c'est le run de Neil Gaiman, la mini-série de Neil Gaiman sur les Éternels qui, au début des années 2000, a repris les personnages et les a complètement réinventés, en fait. Il a fait quelque chose de tout nouveau avec les mêmes personnages mais vraiment en partant dans une direction totalement opposée à ce qui s'était fait et c'est vraiment trop cool, enfin, comme tout ce que fait Neil Gaiman. C'est vrai qu'il est génial, trop bien. Et n'hésitez pas du coup, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas du coup à partager la vidéo, à venir en boutique pour parler aussi d'Eternals, à aller voir sur notre site le dossier spécial qu'on a créé pour en savoir plus sur les personnages. Nous on vous dit à bientôt pour un prochain fin de série ou fin de film. Au revoir. À bientôt.